Je parlais pour lancer un peu la discussion. Moi, j'ai énormément aimé ce livre, je trouvais absolument passionnant. Mais il y a un point dans le rapport de Marx à Weber qui m'intrigue et qui est le suivant, et qui est peut-être lié à cette espèce de contradiction bizarre de ce marxiste conservateur, si je puis dire. De ce conservateur chez lui et de marxiste quand il pense. C'est que c'est l'articulation entre les théories de la domination et les théories de l'émancipation. C'est que, à partir de Marx, tu peux dériver des théories de la domination, mais Marx n'a jamais fait un tableau de la société communiste future, à part les quelques pages du programme de Gotha, et tu peux quand même dériver des théories de l'émancipation. Tandis que l'impression qu'on a en lisant Weber, c'est, comme tu l'as très bien montré, qu'au fond la domination est une fatalité. Et finalement, comme il y a plusieurs régimes, plusieurs modes de domination chez Weber, on peut se demander si chez lui la domination n'est pas toujours une fatalité. Une domination charismatique, prenant la place d'une domination bureaucratique rationnelle, etc. Et il me semble que c'est important pour le destin des théories de domination. Parce que je suis très frappé par le fait, si tu veux, que j'étais très frappé par ça à propos notamment de la révolution tunisienne. Parce qu'on avait sur le mode de domination qui prévalait en Tunisie une magnifique analyse de Béatrice Hibou, d'inspiration foucaldienne, mais qui ne nous disait rien sur le comment et le pourquoi de la révolte tunisienne. Et j'avais proposé il y a 2 ans, je crois, à Louise Michel, hors les murs, là, à Port-le-Cap, où Philippe voulait que je parle de la révolte, qui est quand même compliqué, l'idée que en sociologie ou en sciences politiques, tu as d'un côté des théories de la domination, qui sont des théories de la domination pure, si tu veux, qui ne sont pas du tout des théories ni de la révolution ni de l'émancipation. Et puis d'un autre côté, et qui sont de gauche, et d'un autre côté, tu as des théories de la révolution, qui ne sont pas des théories de l'émancipation, mais qui essaient d'expliquer d'habitude à partir de motifs psychosociaux les révolutions, et qui sont des théories de droite. Et donc, si tu veux, c'est assez troublant. Et je me demande dans quelle mesure l'héritage weberien n'est pas en partie responsable de cette situation. Est-ce qu'il y avait pour Weber quelque chose comme l'ébauche d'une possibilité d'émancipation? Je pense que ça a déteint même chez Bourdieu. Et je finirai par une analogie ou une métaphorique que tu pourras trouver oiseuse. C'est à propos des méditations pascaliennes. Je pense que Pascal était en effet tout à fait bourdieusien. C'est très très net quand on lit les pensées. Plus la grâce. Tandis que Bourdieu est quand même bourdieusien, pas toujours sans la grâce, mais très souvent quand même sans la grâce. Et donc, est-ce que Weber est marxiste, du côté de la domination, mais sans la libération, ce qui serait quand même un héritage un peu problématique? Oui, peut-être que tu vas répondre. Oui, tiens, on va voir, ça on fera au fur. Là, l'orateur a envie de répondre tout de suite, donc on ne va pas couper plus, on te laisse répondre tout de suite. Écoute, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a très bien résumé la question. Weber fait un diagnostic très lucide de la domination. Et dans ce qui nous intéresse, c'est la domination capitaliste, une forme particulière de domination, l'esclavage sans maître, bon, qui nous intéresse et qui n'est pas marxiste, mais bon, peut être considéré complémentaire et par certains égards convergent avec le marxisme. Bon, cela dit, évidemment, il n'y a pas du tout chez Weber la dimension de l'émancipation, de la révolution, de la libération, rien de ça, au contraire. Tout au plus, dans l'éthique protestante,
il y a une espèce de petite fenêtre utopique qui l'ouvre comme ça, en disant, bon, mais c'est pas la révolution, peut-être de nouveaux prophètes viendront qui vont rétablir les anciennes valeurs. C'est plutôt une utopie réactionnaire. Bon, mais c'est la seule, c'est l'espoir qui existe, et bon, évidemment, c'est pas ça. Donc, c'est effectivement un univers fermé, un univers fermé, et Weber, en dernière analyse, prêche la résignation. Donc, évidemment, c'est là où on se sépare. Hein. Et là, on dit, on prend un autre chemin. Et c'est là où Marx et le marxisme nous proposent une autre vision qui est justement celle de la possibilité, non la certitude, mais la possibilité du changement, de la révolution, de la transformation, de l'émancipation. Bien. Donc c'est pour ça que nous sommes marxistes, même si nous intéressons à Weber, et pas des Weberiens qui lisent Marx. Hein, c'est deux catégories différentes. Bon, maintenant, les marxistes weberiens de Lukács, bon, dans le cas de Lukács, c'est pas disons, on ne peut pas dire que Lukács a forclos l'émancipation. Pas du tout. Hein. L'Histoire et conscience des classes, c'est un livre sur la Révolution. Hein, c'est le thème principal. Et l'analyse weberienne qu'il utilise, c'est pour disons, donner un fondement à la nécessité de la Révolution. Bon, chez l'école de Francfort, c'est plus ambigu. Hein, c'est plus ambigu. Hein, parce que selon les époques, les textes, il y a cet élément de la résignation, très fort. Mais, bon, souvent, la porte est laissée entrouverte, en tout cas, pour l'émancipation, pour l'utopie. Elle n'est pas entièrement fermée, même si ce qui prédomine, c'est effectivement l'analyse très pessimiste de la domination. Sauf Marcuse. Hein, Marcuse, c'est un cas différent. Hein. Et Benjamin aussi, c'est notre père. Bon, et Merleau-Ponty, c'est plus compliqué, mais je pense quand même qu'à ce moment-là, au milieu des années 50, quand il se considère comme marxiste weberien, il est à la recherche d'une voie d'émancipation, hein, qu'il croit trouver du côté des partis communistes, une époque, après il s'éloigne, etc. Mais enfin, il n'est pas résigné, hein, c'est pas un penseur résigné, mais le Merleau-Ponty des années 50. Voilà, donc je dirais l'utilisation du diagnostic de Weber sur la domination capitaliste peut nourrir aussi bien de formes de pensée résignées qui analysent la domination et ses limites à ça, comme d'autres qui disons, pointent vers l'avenir révolutionnaire, émancipateur, etc. Donc les deux sont possibles, les deux utilisations de Weber sont possibles. Oui. D'autres interventions? Ne vous laissez pas intimider par la hauteur du débat. Alors, de toute façon, je te ferai. Il y a une autre question que tu n'as pas soulevée, que je n'avais pas soulevée dans mon introduction non plus, qui est très intéressante dans le livre. C'est ce concept que Weber emprunte à Goethe, qui est la notion d'affinité élective. Ça, tu développes. Je trouve que c'est un point très important parce que tu montres comment c'est un concept opératoire intéressant. C'est-à-dire, il y a cette affinité élective du capitalisme et du protestantisme, plus que d'ailleurs une détermination de l'un par l'autre, ce qui évite en gros de penser qu'il y a une affinité élective entre les deux. Et je trouve que cette notion d'affinité élective est très intéressante et très pratique pour poser plein de problèmes et éviter justement un recours souvent trop rapide à la notion de dialectique qui permet de résoudre des problèmes avant de les avoir posés souvent. La notion d'affinité élective me semble introduire une nuance que je trouve très intéressante et que tu développes très longuement dans le texte, et ça je trouve que c'est très précieux. Le deuxième point, c'est que c'est vrai que, est-ce que ce que Weber nous présente, c'est une ère, de la, est-ce qu'on est entré dans une ère de la résignation? Est-ce qu'il préconise la résignation? Ou est-ce qu'il constate qu'on est dans l'impuissance? Ce qui ne serait pas tout à fait la même chose. Dans les citations que tu donnes de Weber dans ton livre, on a plutôt l'impression qu'on est dans une situation d'impuissance. C'est quand même différent, c'est-à-dire que cette idée que le capitalisme est structuré d'une telle manière qu'il est capable de rendre impuissants tous ceux qui s'y opposent, qui rejoindrait peut-être ce que Luc avait écrit dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, quand tu expliquais cette capacité permanente du capitalisme à se nourrir de la critique elle-même, et à se reformater, à se reconstituer
en fonction même de ceux qu'il critique, en absorbant cette critique et en se redéfinissant grâce à la critique. Ce qui est effectivement le point de vue que tu avais développé, que certains de tes étudiants ont développé. Je pense à Mariana Heredia, dont le livre est bientôt sortir, qui aussi reprend ce thème de comment le capitalisme est en permanence capable d'intégrer la critique et de se redéfinir, de se reconstituer en fonction de la critique. Mais d'une certaine manière, je prolongerai ma question en te disant, entre résignation et impuissance, quand on regarde finalement il y a 40 ans, 50 ans, quand on disait qu'on était contre le capitalisme, enfin, je ne sais pas si c'était juste, mais on identifiait le capitalisme, comme dit Angelo, avec le comité des forges, ou avec les 200 familles. C'était les 200 familles. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, c'est plus les 200 familles, le capitalisme. Personne ne nous croirait si on disait c'est les 200 familles. Aujourd'hui, on sait que c'est les fonds de pension. Très compliqué à cerner les fonds de pension dans leur prise. Que c'est des mécanismes comme les LBO qui permettent d'accumuler des sommes considérables en les faisant payer par les employés des entreprises qui sont rachetées avec ce mécanisme financier. Moi j'ai constaté ça, j'ai vécu dans 2 entreprises, Le Seuil, puis Editis, successivement. Ces 2 entreprises ont été rachetées avec un LBO, c'est-à-dire que le nouveau propriétaire emprunte la totalité de la somme pour acheter, et ensuite c'est aux salariés de rembourser les sommes aux banques. Donc il n'y a plus d'augmentation de salaire, etc. Et quand celui qui a racheté a terminé, eh bien il remet à nouveau en vente. Et donc il va récupérer 4-5 milliards au moment de la revente, il remet en vente, et à ce moment-là, celui qui rachète à nouveau emprunte aux banques, et à nouveau à 5 ans pour rembourser. Donc à nouveau, les salariés doivent en permanence racheter leur entreprise. C'est des mécanismes qui sont, effectivement, on a l'impression que là, on est plus saisi d'impuissance que de résignation. Et que, donc, je ne sais pas comment on peut penser les deux, mais ce qui est certain aussi, c'est que dans cette notion d'affinité élective, je trouve que c'est très intéressant ce que tu développais, sur le fait qu'il y a peut-être une affinité, sur lequel Weber aurait mis le doigt, une affinité élective entre une certaine économie de marché, c'est les économistes néolibéraux et les régimes autoritaires et même dictatoriaux. C'est quand même les leçons de ces dernières années qu'on a vu quand même avec l'exemple du Chili, de l'Argentine, des pays d'Europe de l'Est, etc. Une affinité élective très forte entre les experts du néolibéralisme et les régimes dictatoriaux. En gros, ça permettait d'économiser tout ce temps perdu à faire de la politique, qui ralentit les choses, qui oblige d'aller lentement, qui oblige de faire des négociations, qui oblige de tenir compte. Les dictatures, c'est quand même très intéressant pour les néolibéraux. Ça, on a quand même assisté. C'est ça qu'on a l'impression quand même que là, quelque part, Weber, c'est vrai. Donc on a presque l'impression, en t'écoutant et en lisant ton livre, que Weber serait presque quelqu'un qui nous met en garde contre des choses qui nous arrivent maintenant, qui est une espèce de prescience par rapport à des choses, une impuissance quand même qui n'est pas égale à la résignation, mais dans laquelle on est un peu... La difficulté de s'opposer au capitalisme apparaît comme grandissante aujourd'hui, enfin grandissante ces dernières années, et j'ai l'impression vraiment que là, on est dans quelque chose qui nous saisit maintenant. Avant que tu répondes... Je vais un mot à ta question. Ouais, voilà. On lui redonne le micro, c'est juste un mot. Si, parce qu'on enregistre. Qui m'a énormément intéressé, page 144, par rapport à ce que tu viens de dire, des capacités de récupération du capitalisme, qui est Eric Unger, qui est un auteur que je n'ai jamais lu, et le thème c'est le dépassement du capitalisme par la marche à pied. Ça me semble extrêmement intéressant, c'est ce que fait Coupa. Quelqu'un comme Julien Coupa, il essaye le dépassement du capitalisme par la marche à pied, et si tu peux nous dire un mot de plus sur ce Unger, je serais très 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 intéressé. D'accord. Tu passes la parole, on va faire un petit tour. Ok. Oui, j'aurais une autre question sur le rapport entre par rapport à l'émancipation. Sur les rapports entre Max Weber. Sur les rapports entre Max Weber et le féminisme. Il faut faire comme ça, vous faites le Ouais, sur Max Weber et le féminisme. Il y a un bouquin de sociologie qui est paru récemment sur Max Weber, Marianne Weber. Je l'ai pas lu, j'ai juste eu des comptes rendus. Il y avait eu aussi avant un bouquin au Seuil qui était paru sur l'allemand, sur Laurence, Dierch Lorenz, Otto Gross, Weber. Il semble qu'il y ait eu aussi des liens, enfin, je ne sais pas bien parce que j'ai pas lu le bouquin, des liens entre Max Weber, les milieux féministes et notamment par l'intermédiaire d'une femme qui a été sa maîtresse, et le milieu psychanalytique, notamment Otto Gross. Il y a un bouquin qui parle de... Tu fais passer le micro derrière, il y a quelqu'un qui va intervenir. Elle lève le doigt pour qu'on te repère. Voilà.
Je voulais revenir à la critique de Weber de l'inversion entre disons, le bonheur et l'accumulation de richesse. Bon, quand tu as évoqué ça, bon, je pensais immédiatement à Aristote. On trouve le même genre de critique. Dans le cas d'Aristote, il critique ce qu'il appelle la crématistique, n'est-ce pas? Bon, mais dans le cas d'Aristote, ce n'est pas une critique de la domination, bien au contraire, parce qu'il vient de justifier même l'esclavage, n'est-ce pas? Il parle de ça au chapitre 9 du livre de politique, et il vient justement de justifier l'esclavage, notamment de l'esclavage dit naturel. Alors, ça me fait penser que bon, le sens de la critique d'Aristote, de l'accumulation de richesse, c'est que bon, les maîtres finissent par ne pas profiter de la richesse. C'est pas parce qu'ils ne vont pas se consacrer à la philosophie, à d'autres choses comme ça. Donc les maîtres ne pourront pas être heureux. Alors je me demande si Weber n'est pas un peu dans le cas de figure. C'est-à-dire le problème de l'esclavage son maître, c'est pas l'esclavage, mais c'est qu'il est son maître. Et donc dans cet esclavage sans maître, les maîtres ne peuvent pas vraiment profiter de leur domination. Parce que justement, et il voit peut-être sa catégorie d'intellectuels comme condamnés en quelque sorte au malheur, parce que dans le capitalisme, même ce genre de caste-là ne peut pas vraiment survivre. Voilà, c'est un peu une provocation peut-être. Qui d'autre va intervenir? Oui, il y a une intervention là-bas, dans le fond, dans d'autres salles. Merci pour cette intervention. Je vais juste comprendre, parce que si on reprend les raisons du pourquoi il s'est intéressé au capitalisme, c'est précisément parce qu'il s'intéressait à l'école historique allemande. Il disait que finalement l'Allemagne avait pour destin, on va dire, de développer le capitalisme. Donc son intérêt pour le capitalisme, il est là. Et en fait, dans cette question de diagnostic du temps présent, vous avez raison sur effectivement le pourquoi l'Allemagne s'est lancée dans une mission capitalistique, on va dire. Il était en dialogue avec notamment des marxistes. On pense à Zambart, on pense à des gens comme ça. Et finalement, dans son cercle, vous appelez de mandarin, il était en constante opposition avec des marxistes. Et donc c'est là peut-être où on peut penser à la difficulté de ce que vous appelez les Weberiens marxistes, qui pensent qu'effectivement Weber pense avec Marx, mais je pense qu'en fait il pensait beaucoup contre Marx, même s'il était marxiste, parce qu'effectivement il a eu cette formation universitaire, il pensait beaucoup contre Marx aussi, notamment eu égard à ce que vous avez souligné, son opposition à la révolution qui venait. Donc c'est pour ça que cette difficulté de penser Weber révolutionnaire, c'est vrai que c'est peut-être lié aussi au fait que souvent il pensait contre Marx en fait dans ses écrits en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce point de vue-là. Qui veut d'autre va intervenir? Bon, ben, on va peut-être répondre une première réponse. Après cette intervention qui douche nos espoirs libéro-marxisme. D'accord. Bien, écoute, oui, le concept d'affinité élective, je trouve qu'il est très intéressant. Bon, il y a toute une histoire, hein. C'est un concept qui vient de l'alchimie. Après, affinitate sélective, entre le... C'était les éléments qui fusionnaient parce qu'ils avaient des atomes crochus. Hein. C'est ça que les alchimistes expliquaient. Bon. Après, Goethe a intitulé un roman Die Wahlverwandtschaft, les affinités électives, où c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme à cause des affinités électives. Ils se sont fusionnés par leurs âmes et leur corps. Bon. Et après, Weber a pris ça chez Goethe, évidemment. Hein. Et l'a utilisé dans l'éthique protestante, dans le livre, pour essayer d'analyser les rapports entre l'éthique protestante et l'esprit capitalisme, justement, pas d'une façon unilatérale, en disant l'éthique protestante est l'origine du capitalisme, et pas non plus dans l'inverse, mais en disant entre les deux, il y a une affinité élective. C'est-à-dire, plus le bourgeois il est protestant, plus il devient capitaliste, plus il est capitaliste, plus il devient protestant. C'est un peu ça l'idée, et je trouve qu'elle est intéressante. Et Marx, d'ailleurs, le formule aussi à sa manière dans le Grundrisse. Il y a un passage qui dit presque la même chose. Bon. Donc c'est un concept intéressant.
Je ne sais pas s'il remplace la dialectique, je dirais que c'est un concept dialectique, mais enfin, il est très utile. Bon. Il y a l'affinité élective positive et l'affinité négative. Hein. Par exemple, Weber dit dans le passage que j'ai cité, il y a une affinité négative entre le capitalisme et la démocratie. Hein. Pas une affinité positive, mais une négative. Hein. Et tu as tout à fait raison, Philippe a tout à fait raison de dire, voilà une affirmation de Weber qui s'est vue largement confirmée au cours du XXe siècle. Hein. Le capitalisme a très souvent manifesté sa sympathie, son affinité pour les formes les plus autoritaires, les plus dictatoriales, les plus brutales, les plus fascistes, jusqu'aux dictatures militaires, etc., etc. Donc, il y a là une intuition forte de Weber. Bon, maintenant, est-ce que c'est de la résignation ou de l'impuissance? C'est une question intéressante. Hein, c'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre par oui ou un non. Je pense qu'il y a les deux. Il y a un mélange de deux. Mais ce n'est pas simplement l'impuissance, parce que l'impuissance peut être celle d'un révolutionnaire qui dit, bon, je veux casser la baraque, mais je vois que je ne peux rien faire, parce que, donc, je me suicide. Il y a des cas de révolutionnaires qui se suicident, ou quelque chose. Mais le constat d'impuissance, peut être celui de quelqu'un qui est révolutionnaire, qui veut changer la société, mais qui n'a pas la force, n'a pas la puissance. Ce n'est pas le cas de Weber. Hein. Weber ne veut pas une révolution. Il pense qu'une révolution va empirer les choses, hein, va aggraver. Une révolution socialiste, ça va être pire, hein, pire que le capitalisme. Donc il refuse. Bon. Il n'avait pas complètement tort non plus. Oui, oui, c'est vrai, hein, c'est compliqué cette histoire. Il n'avait pas tout à fait tort. Enfin, bon, c'est une autre discussion. Bon. Mais en tout cas, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un mélange de tout. Il y a l'idée, bon, on ne peut rien faire, même si on voulait. Il faut accepter. Bon, donc, il y a la résignation, il y a les fatalismes, bon, il y a tout ça. C'est un mélange, il n'est pas facile de mêler les deux aspects. Mais ta remarque est vraiment intéressante. Bon, alors, tu as cité le livre de Kochansky, que nous avons tous lu avec beaucoup de profit, qui montre comment le capitalisme absorbe constamment les critiques, etc. Mais je pense bien interpréter la pensée de Mme Luc en disant qu'il ne tire pas la conclusion, il tire Weber, c'est-à-dire qu'il faut se résigner au capitalisme. Pas du tout. Hein. Il tire la conclusion qu'il faut trouver un moyen de lutter contre lui qui ne soit pas récupérable. Hein. Bon. Même si ce n'est pas développé dans le livre, mais enfin, je pense que c'est implicite dans le livre et dans tout ce qu'il a écrit après et dans ses engagements politiques. Donc, je dirais, il faut lire dialectiquement son argument. Bien, alors je réponds à la question de Luc. Erich Unger, dépasser le capitalisme par la marche à pied. C'est très drôle, n'est-ce pas? Mais c'est en fait une mauvaise traduction. Une mauvaise traduction. Parce que Erich Unger a dit Wanderung. Et Wanderung, ça veut dire deux choses. La promenade, hein, la marche à pied, et l'exode des populations. L'exode des populations. Et en fait, Erich Unger voulait parler de l'exode des populations. Et l'expression Wanderung der Völker, l'exode des populations, apparaît dans son texte par la suite. Et c'est ça qu'il veut. En fait, il dit, si on veut sortir du capitalisme, allons habiter ailleurs. Hein, déménageons, allons dans une île, sortons, hein, allons ailleurs. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça, hein, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est Julien qui parle. Enfin, c'est une idée qui court. Hein. Bon, sortons du capitalisme en allant dans un coin et construire une société socialiste, etc. Donc, un peu, c'est ça l'idée de Erich Unger, qui est citée favorablement par Walter Benjamin, c'est pour une certaine distance. Voilà. Je continue. Alors, Weber et les féminismes. Ah oui, ça c'est une très bonne question. La personne à laquelle il aurait fallu poser cette question, c'est ma compagne, qui s'appelle Eleni Varikas, qui est auteure d'une brillante étude sur Weber et la question de la femme. Hein. Voilà. Elle est en train de travailler là-dessus. Elle a même un projet d'un livre sur ça. Et bon, c'est une question compliquée que je ne peux pas résumer maintenant en deux mots. Mais bon,
en effet, à cause de ces femmes, au pluriel, Weber a été, d'une certaine façon, entraîné vers le féminisme. Bon, quelqu'un a dit une fois, un homme féministe, c'est un homme dont la femme est féministe. Bon, souvent ça marche comme ça. Donc la femme de Weber était féministe, Marianne Weber. C'était un féministe qu'on appelle aujourd'hui bourgeois. Enfin, elle était féministe à sa façon. Sa maîtresse, Else von Richthofen, était aussi féministe, plus radicale. Et Weber a fréquenté à un certain moment des milieux qui prônaient la révolution sexuelle, notamment un certain Otto Gross, qui était un anarchiste, qui prônait la révolution sexuelle, bon, qui l'a pratiquée. Bon. Voilà, c'était pas vraiment du féminisme. Donc voilà, cela dit, au fond, Weber reste un puritain protestant. Bon, il n'arrive pas vraiment à s'embarquer de tout ça. Mais bon, sur certaines questions, il finit par prendre des positions féministes, par exemple, défendre les droits des femmes à travailler, comme inspecteur d'usine, il a pris position dans les polémiques, etc. Bon, voilà. Mais enfin, c'est une vaste question. Je ne peux pas maintenant, en 2 minutes, m'en rendre compte, mais c'est un aspect intéressant. Bien, je réponds aux questions de mon copain brésilien. Alors, oui, sans doute, Weber, quand il parle de la contradiction entre le principe du bonheur et le principe capitaliste, l'irrationalité, il pense tout d'abord au capitalisme, mais pas seulement, hein, parce qu'à un certain moment, il parle aussi des ouvriers qui sont obligés, etc., qu'on convainc que Dieu exige d'eux qu'ils travaillent, etc. Bon, donc c'est un peu plus large, mais dans un premier moment, effectivement, il pense aux bourgeois eux-mêmes. Et bien, alors la citation que je lue de Weber, bon, laisse entendre qu'il y a une opposition entre cette caste des mandarins universitaires et les capitalistes. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas survivre? Ben, oui et non, parce qu'il y a ceux qui s'adaptent quand même. Bon. Ceux qui ne s'adaptent pas sont obligés, soit se résignent, soit essaient de lutter, et certains vont finir à gauche à cause de ça. Certains mandarins universitaires finissent à gauche. Bon. Et d'autres vont capituler au système, c'est la plupart, même, du XXe siècle. Donc, la caste va survivre, mais en s'adaptant au capitalisme et en acceptant ses valeurs. Bien. Alors, est-ce que Weber ne pensait pas fondamentalement contre Marx? Oui, tout à fait d'accord, hein, je l'ai dit. Bon, l'opposition politique entre Weber et Marx est évidente. Hein. Weber était un bourgeois et un partisan de l'impérialisme, donc il ne pouvait que être politiquement un adversaire de Marx, hein, un adversaire du socialisme, notamment révolutionnaire. Hein. Donc, clairement, il est de l'autre côté de la barricade. Hein. C'est une barricade. Bon, au même moment historique, on trouverait Marx à côté avec le fusil et Weber de l'autre avec je ne sais pas quoi, et une mitraillette. Bon, donc ils sont du côté opposé. Et au niveau épistémologique aussi, un kantien, l'autre est dialectique. Donc, ils sont opposés, c'est évident. Je n'essaie pas du tout de nier cette évidence. Mais j'ai dit que malgré cette opposition, qui est fondamentale, qui est réelle, qu'il ne faut pas sous-estimer du tout, hein, malgré cela, il y a chez lui une certaine fascination pour Marx. C'est un adversaire qu'il respecte, qu'à certains égards même il admire. Et qu'il dit, je préfère cet adversaire-là, qui est plein d'esprit, intelligent, brillant, qui pose les vraies questions, plutôt que les gens qui sont de mon camp et qui sont plats et qui sont bon, il y a cette fascination pour Marx et il y a parfois sur certaines questions des critiques du capitalisme, des convergences étonnantes, hein, convergences étonnantes qu'on ne s'attendait pas, mais des convergences dans les diagnostics, dans la critique, pas dans l'alternative. La critique du capitalisme, oui, il peut être d'accord avec Marx, même de façon très étonnante, mais au moment où Marx dit bien, puisque le capitalisme est un esclavage sans maître, parce que Marx dit des choses très analogues, allons les renverser. Et c'est là où Weber dit non, jamais, surtout pas. Donc voilà, c'est là où on se sépare. Donc Weber, pour répondre à votre deuxième question, n'est pas du tout un révolutionnaire, c'est un contre-révolutionnaire, un adversaire de révolution, c'est évident.
Et bon, quand il y a eu la révolution en Allemagne, bon, il a accepté, il dit, bon, d'accord, la monarchie est tombée, ok, allons jouer le jeu de la République. Soit. Par résignation, à nouveau. Bon, voilà, tant pis. Hein, on va accepter la République et on va même collaborer à la constitution de la République de Weimar, on va donner quelques opinions, etc. etc. Voilà, c'est tout. C'était pas du tout une révolution. Ok, je te remercie beaucoup. C'était une très belle soirée grâce à toi. Et donc, on va terminer là-dessus. Je vous rappelle, pour ceux qui ne reçoivent pas les invitations de la Société Louise Michel, que vous pouvez vous inscrire ici, donner votre adresse email et vous recevrez les courriers et les informations de la Société Louise Michel. Et donc, pour ceux qui veulent dîner ici, on va continuer à discuter en dînant. Et je vous donne rendez-vous donc pour la soirée autour de Toby Nathan, du film en avant-première sur les lois de l'hospitalité en octobre. Voilà, je remercie Michael. Merci.